Et au même moment, je reçois un coup de fil. Allô, c'est Laurence Ferrari. Ah ouais. Et je dis, allez, qui c'est qui est en train de me faire une blague ? J'y crois pas. Vraiment, je pense qu'on me fait une blague. Et puis elle me dit, non, c'est Laurence Ferrari. En fait, on travaille sur une nouvelle émission. On vous a vu dans l'Inventeur. Et on a beaucoup aimé. Et on aimerait bien que vous nous rejoigniez dans cette nouvelle aventure. Je dis, mais c'est vraiment Laurence Ferrari, celle que je regarde aux 20h ? C'est ça ? Oui. Et en fait, très vite, j'ai un rendez-vous. Je me retrouve en tête à tête avec elle et j'y crois pas. Parce que je me dis, moi, petit Absatou qui vient de là d'où je viens, où on m'a dit que rien n'était possible, et je suis là dans une pièce en train de papoter avec Laurence Ferrari, et moi je suis en hallucination totale. Bienvenue sur We Are All Media, le podcast de ceux qui font les médias d'aujourd'hui et de demain. Derrière la magie des écrans télé, ciné et web, des ondes radio ou du papier glacé des magazines, il y a des personnes passionnées et inspirantes. Entrepreneurs, producteurs, créateurs, diffuseurs, artistes, journalistes, influenceurs. On parle de leur parcours, parfois atypique, leur métier, leur expérience, mais aussi leur vision du futur des médias ainsi que des nouvelles façons de consommer les contenus. Vendre un produit, ça veut rien dire. Tu vends un lifestyle, une façon dont les gens ont envie de vivre, une façon dont les gens ont envie de penser, les valeurs que les gens ont, tu les partages, et les valeurs que tu as, tu les partages à tes clients, et à partir de là naissent des produits. Et ces produits, ils ont une histoire, et aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus envie d'acheter un produit banal, sauf si c'est un produit première nécessité. Ils ont envie d'acheter une histoire. Et nous, c'est ce qu'on leur vend. Cette semaine, j'ai l'immense plaisir de recevoir Absatoussi, entrepreneur autodidacte. Elle nous raconte comment elle est entrée dans le monde de la télévision, au début un peu par hasard, puis comment elle y a fait sa place en abordant cette nouvelle expérience de la même manière que chacune des autres expériences de sa vie, comme une aventure entrepreneuriale. Elle nous parle de son média, Absatoussi TV, qui au-delà de proposer une ligne éditoriale fraîche et différente, sert aussi sa stratégie plus globale de créer un véritable lifestyle et de promouvoir, avant tout, les valeurs qu'elle défend et les histoires nouvelles. Son business model, qui dépoussière le téléachat, nous fait réfléchir à ce que peut être un média, un vecteur de pluralité, un dénicheur de tendances et l'incarnation d'un véritable style de vie. Bonne écoute. Bonjour Absatou. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Je suis content de te recevoir sur We Are All Media parce que déjà tu es une femme de médias, que tu en connais les coulisses. Mais en même temps, je pense que tu as une vision un peu différente parce que tu es avant tout une entrepreneur. Tu n'étais pas forcément destiné à faire une carrière dans les médias. Donc, tu as peut-être un regard spécial sur ce monde. Donc, je voulais qu'on parle un peu de ça, de ton expérience des médias et aussi de Absatoussi TV que tu as créé et qui, pour moi, a peut-être un positionnement assez intéressant, un business model en tout cas original. Donc, on a un temps un peu limité pour cet épisode. Je te propose qu'on revienne d'abord sur ton parcours dans les médias. Et puis après, on parlera un peu plus de Absatoussi TV et même tes projets actuels. Donc pour commencer, la question que je pose toujours à mes invités, c'est comment tu es tombé dans les médias? Un jour de pluie, je m'ennuyais et puis pof, non, je rigole. C'est aussi simple. Non, je suis tombée dans les médias parce que j'étais justement entrepreneur. Et un jour, j'ai eu un reportage dans Zone Interdite qui a été fou. Qui a clairement modifié ma carrière entrepreneuriale. Et en fait, c'était un reportage sur justement les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs. Et donc, il m'avait suivi pendant 6 mois dans les coulisses de l'entrepreneuriat, ses difficultés, ses joies et ses peines. Et suite à ça, il y avait eu des retombées tellement folles que le groupe M6 m'a contacté et précisément Marie Genet chez Fremantle. Et elle m'a dit, écoute, on pense à une émission de jury autour des créations, des inventions. Et pour le coup, c'est juger des entrepreneurs. Et tu es quand même bien placé. Donc, si ça t'intéresse de passer de l'autre côté de la table, on aimerait bien t'avoir dans l'émission. Et donc, j'ai été flattée. Mais c'est plus que flattée. Enfin, après, j'imagine que c'est une énorme surprise. Comment tu reçois? Parce que quand on est entrepreneur, on pense pas forcément à faire d'autres activités à côté. Sur le coup, t'as dit oui tout de suite? J'ai dit que j'avais très envie en tout cas d'en parler. Marie Genet est très rassurante. C'est quelqu'un qui a une belle expérience dans les médias. Et donc tout de suite, j'ai été assez vite convaincue qu'il fallait que je le fasse. Et je l'ai fait pour m'amuser. Elle aurait été accompagnée de Déborah Huette qui travaillait avec elle.
Et elles m'ont dit, alors c'est de la télé, mais tu vas oublier toutes les caméras et tu vas faire comme s'il n'y en avait pas. Et en fait, c'est ce que j'ai fait. Et je me souviendrai toujours de Déborah dans mon oreillette pendant mes premiers pas qui me dit, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut faire, ça c'est de la télé, ça c'est de la télé, oui c'est comme ça. Et je disais, waouh, c'est génial, c'est bizarre. Voilà, j'y suis. Et en fait, ça a été une expérience géniale. Oui, en fait, c'était la question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as été briefé avant ou ils t'ont dit soit en fait ils m'ont très peu briefé, ils m'ont mis avec d'autres jurys, ouais, je perds mes mots, d'autres entrepreneurs et on était là à regarder, donc c'était assez naturel pour nous parce qu'en fait on baignait dans ce milieu-là et on savait ce que vivaient les candidats en face qui devaient convaincre. Moi, je comprenais leur stress, je comprenais l'importance pour eux de gagner de l'argent pour lancer leur projet. Je me souviens de quelques injustices où effectivement t'en as qui arrivent et qui te présentent un prototype parce qu'ils n'ont pas eu les moyens encore de finaliser le prototype qui peut coûter cher. Ils sont censés être exclus et là, moi, je me bats pour eux. Je dis non, je suis désolée, c'est pas une compétition d'argent, c'est une compétition de créativité entrepreneuriale. On doit les écouter, etc. Et donc, je me bats comme si c'était mon projet. Et donc, du coup, très vite, c'est vrai que j'ai oublié les caméras. Et on était vraiment face à des gens qui avaient des rêves plein la tête et j'ai trouvé mais vraiment l'aventure géniale. Ça t'a pris du temps je m'en souviens plus, tu sais, maintenant je suis vieille. Hein. Ça remonte à 2009. Donc, il y a plus d'11 ans. T'arrivais à jongler avec ton activité? J'arrivais à jongler et je prenais même du plaisir à le faire. C'est tout ce que je me souviens. Et donc, suite à ça, bonne expérience pour toi. Très belle expérience. M6 me propose d'autres projets, des projets que je trouve assez énormes et ambitieux parce que je me dis, j'ai pas l'expérience. Moi, je viens d'arriver dans ce milieu-là. Est-ce que c'est pas dangereux? Je me dis que je peux me brûler les ailes et que si ça marche, ça sera pas grâce à moi, mais en tout cas, si ça foire, ça sera à cause de moi. et donc, du coup, je réfléchis, je mets du temps, je sais pas trop. Et au même moment, je reçois un coup de fil. Allô, c'est Laurence Ferrari. Ah ouais. Je dis, allez, qui c'est qui est en train de me faire une blague? J'y crois pas. Hein. Vraiment, je pense qu'on me fait une blague. Et puis elle me dit, non, c'est Laurence Ferrari. En fait, on travaille sur une nouvelle émission. On vous a vu dans l'Inventeur. Et on a beaucoup aimé et on aimerait bien que vous nous rejoigniez dans cette nouvelle aventure. C'est une bande de femmes, donc c'est le Grand 8. Ouais, le Grand 8, Voilà, et c'est une bande de femmes, ça va être génial et on aime beaucoup votre personnalité et on aimerait vraiment bien que vous soyez là. Et je dis, mais c'est vraiment Laurence Ferrari, celle que je regarde aux 20h? C'est ça? Oui. Et en fait, très vite, j'ai un rendez-vous, je me retrouve en tête à tête avec elle et je ne crois pas. Parce que je me dis, moi, petite upset qui vient de là d'où je viens, où on m'a dit que rien n'était possible, et je suis là, dans une pièce en train de papoter avec Laurence Ferrari, et moi, je suis en hallucination totale. Et non, c'est vraiment sincère, et c'est comme ça que je vais démarrer l'aventure avec Laurence Ferrari. Et pas de casting, rien? Si, on a fait un test. Et bon, ça a dû être convaincant puisque j'ai rejoint la bande. Ok, et donc là, t'as fait ça combien de temps? 5 ans. 5 ans de bonheur. Ouais, c'était vraiment... c'est ma plus belle expérience télé. Parce que c'était une télé bienveillante. C'est une télé où j'ai beaucoup appris. On était vraiment une bande. C'était pas la guéguerre entre filles. Non, c'était vraiment une bande. Et des sujets qui étaient formidables, des émissions qui étaient aussi bien faites d'humour que d'amour, que de moments très difficiles. Je me souviens des attentats. Quand vous arrivez le matin, qu'il s'est passé ce drame-là, que vous êtes un peu comme toute la France, vous êtes abasourdi et que vous êtes là et que vous savez que chaque mot va avoir son importance parce que en face, il y a des victimes, il y a des familles de victimes, il y a des proches de victimes et vous êtes là et vous avez encore la gorge serrée de la veille et vous devez parler. Vous vous rendez compte de faire de la télé, c'est pas que rigoler, quoi. C'est aussi ça. Et on a vécu des moments où on a fini en larmes et où c'était... c'est à jamais gravé, en tout cas, dans ma mémoire. Et en fait, est-ce que tu fais un parallèle justement avec ton métier d'entrepreneur? Parce que entrepreneur comme télé, j'ai l'impression que tu as démarré, tu n'avais pas de formation, tu as démarré sur le tas. Donc, est-ce que tu as abordé en fait l'aventure comme tu l'as abordé quand tu as monté ta boîte? La vie, c'est de l'entrepreneuriat. Donc moi, je suis toujours partie de ce postulat-là. Donc tout ce que je fais, c'est entrepreneurial. C'est-à-dire que quand tu lances un nouveau projet en télé, tu démarres un nouveau projet en télé,
tu as cette notion de risque, tu as cette notion d'investissement, tu as cette notion d'image, tu as cette notion de convaincre. T'as tes nuits blanches, t'as tes réussites et t'as tes échecs. Donc la télé, c'est exactement la même chose. Et dans la vie privée, c'est pareil. C'est-à-dire quand tu décides de me faire un enfant ou de partir à l'autre bout du monde, c'est une décision, c'est un choix, c'est un investissement personnel, c'est une prise de risque. C'est exactement la même chose en fait. Donc le parallèle, en fait, c'est simplement que dans la vie, chaque chose que tu décides de faire, chaque décision que tu décides de prendre qui a un impact sur ta vie est une décision entrepreneuriale. Donc c'est comme ça que je le vis. Ouais, non, mais je suis totalement d'accord. et donc après cette émission, donc le Grand 8, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as eu d'autres opportunités? Après le Grand 8, j'ai enchaîné assez rapidement derrière, puisque j'ai fait... Alors déjà, je faisais Canal+ d'Afrique, qui est une émission que j'adore, que je fais encore jusqu'à aujourd'hui, qui est une émission sur l'actualité du continent africain et qui fait des millions de téléspectateurs. Ça veut dire que je pense pas qu'il y ait une émission sur le groupe Canal qui fasse autant. Je pense qu'avec Réussite, on est les 2 plus grosses émissions du groupe. Donc ça, c'est top. Et puis c'est pour moi une ouverture sur ce qui se passe sur le continent de Madagascar à Dakar. C'est génial. Et donc ça, j'ai toujours continué. Puis après, je suis arrivée, j'ai fait un tout petit peu de Cyril Hanouna, en invité plutôt. Je suis arrivée assez rapidement chez Thierry Ardisson. Voilà, et j'ai fait Les Terriens du dimanche. C'était sur Canal à l'époque? C'était sur C8. C'était déjà sur C8. Et j'imagine que vous avez envie de savoir comment ça s'est passé. Au début, très bien, parce que j'étais excitée de travailler avec un génie comme ça de la télévision. J'étais là en train de me dire je vais apprendre plein de choses. Je savais pas grand-chose de l'homme. Et donc pour moi, ça allait être une aventure nouvelle et formidable. Ça a été une aventure dévastatrice. J'utilise vraiment le terme. Tout n'est pas bon à apprendre. J'ai beaucoup appris, ça c'est sûr. Mais parce que je pense que dans chaque expérience, bonne ou mauvaise, on apprend. Mais c'était humainement des valeurs que je partageais pas et c'était pas la télé que j'avais envie de faire. À un moment, j'étais éprouvée. Ça veut dire que quand tu commences à rentrer chez toi 2 jours sur 3 en larmes, ou en tout cas en colère ou avec le mal au bide, tu dois te poser des questions. Et donc à plusieurs reprises, j'avais demandé effectivement à arrêter. On m'avait demandé de poursuivre en attente d'autres projets. Ça me ressemble pas en fait. J'aurais pas dû aller à contre-cœur parce que j'ai pour habitude de faire que ce que j'ai envie de faire. Et jamais on me force à rien. Et là, je me suis forcée. Un petit peu, beaucoup. J'aurais pas dû. J'aurais dû écouter mon intuition et attendre. Parce que ça m'a enfermée dans un truc. Moi, à la base, je suis une fille qui rigole tout le temps. J'adore la fête, j'adore la vie, j'adore tout ça. Je suis pas une polémiste, je suis pas une fille de débat, même si clairement, j'ai pas la langue dans ma poche et je sais tenir un débat. Mais c'est pas ce qui m'excite dans la vie. Les débats, je les ai avec mes copains, je les ai autour d'une table. Super, je peux en avoir en télé, c'est important parce que je pense que quand tu es mise sous la lumière comme ça, tu as un rôle et une responsabilité. Donc c'est important d'en avoir aussi, d'avoir ces débats-là. Mais à la base, moi, pour ceux qui m'ont suivi dans le Grand 8, j'étais la fille qui rigolait tout le temps, qui dansait tout le temps, qui testait tout. Et ça m'allait bien. Ça m'allait bien. Et en même temps, j'étais l'entrepreneuse qui transmet quand même le message que tout est possible parce que quand on regarde mon histoire, oui, on se dit que tout est possible. Et j'étais pas une polémiste et j'étais pas faite pour ça. Parce que quand je commence à débattre, je le prends trop à cœur probablement. Et puis quand une fille elle crie, elle est hystérique, n'est-ce pas? C'est ce qu'on dit tout le temps en télé. Mais voilà, donc c'est pas une expérience. Ça a été vraiment une expérience douloureuse. Je sors de là en me disant. Ça s'est fini en justice. C'est lourd. C'est lourd comme truc. Et puis derrière, on a essayé quand même de mettre un terme à ma carrière qui pourtant à l'époque se développait plutôt bien. Et mais je regrette rien du tout de ce que j'ai fait, de ce que j'ai dit, de la manière dont j'ai géré les choses. J'ai pas de regrets. Non, et puis là, ce qui est intéressant dans ton histoire, c'est que tu as eu 2 expériences à la télé, ou même plusieurs, mais tu en as vraiment 2 grosses. 2 grosses. Une qui a super bien marché et t'as adoré, et une qui s'est moins bien passée. Donc, c'est une histoire humaine. C'est une histoire humaine, en fait. C'est ça. Il y a des gens avec qui on peut être bien et puis d'autres non. Et avec Laurence Ferrari, qui m'appelle petite sœur, c'était vraiment cette relation-là et c'était extrêmement enrichissant. Voilà.
Et en fait, c'est marrant parce que t'es rentré un peu dans les médias justement par cette émission, c'était Zone Interdite, c'est ça, qui te filme, donc qui est une sorte de promotion pour ton activité. Est-ce que aujourd'hui tu penses que les médias c'est un vecteur en fait pour développer toi tes activités, ou c'est juste une fin en soi et ça peut être quelque chose que tu peux faire complètement indépendamment C'est les deux, parce que c'est vrai qu'à l'époque, moi, ce qui m'a amené à cette émission, c'est justement parce que les médias se sont intéressés à mon business. Mais mon business, ça veut dire qu'il attirait l'attention. Et donc, j'ai eu la chance, c'est une chance, que les médias s'intéressent à moi et mettent la lumière sur ce que je faisais. Donc, évidemment, ça booste un business. Mais c'était les médias papier, presse papier. Ils faisaient, en fait, entre guillemets, leur travail. Ils n'étaient pas obligés de s'intéresser à moi, mais ils faisaient leur travail de presse. Et après, je suis passée dans une autre sphère qui est, elle, celle des médias réellement. Et oui, ça booste ton business parce que ça booste ta notoriété. Et que c'est d'ailleurs pour ça, je ne vais pas le cacher, qu'à l'époque, ma marque s'appelait Ethnicia. Je l'ai changée, je l'ai appelée à mon nom. Parce que je me suis dit, au moins, quand les gens cherchent sur Internet, vu que j'ai pas de budget com, ils tomberont sur mon site Internet et ils pourront voir ce que je fais. Et c'est resté. Et effectivement, aujourd'hui, plus que des cosmétiques, je vends une histoire, une aventure. C'est ça et aujourd'hui, j'ai 800 femmes qui représentent ma marque. C'est que des femmes qui ont envie d'entreprendre et donc qui sont inspirées et que j'ai la pression d'inspirer au quotidien. Parce que ces 800 femmes, pourquoi tu dis qu'elles te... C'est des indépendantes qui ont décidé de choisir de commercialiser mes produits. Et donc, leur activité, c'est beautypreneur. Et donc, elles organisent des événements à domicile ou sur le digital où elles vendent donc ma marque en beauté, mode, lifestyle, déco. Et des marques partenaires aussi que je repère, que je déniche, des jeunes créateurs que j'aime bien. D'accord. Et donc, c'est vrai que tu parles, j'ai vu que tu parles souvent de lifestyle. C'est ça que j'aime bien l'idée où toi, tu considères que tu vends ou tu promeus une sorte de lifestyle et que le reste, en fait, te sert à ça. C'est le média, en fait, est une brique de ça, mais... Ouais, je promeus un lifestyle, c'est vraiment ça. Tu as tout dit. Ça veut dire que vendre un produit, ça veut rien dire. Tu vends un lifestyle, une façon dont les gens ont envie de vivre, une façon dont les gens ont envie de penser, les valeurs que les gens ont, tu les partages, et les valeurs que tu as, tu les partages à tes clients, et à partir de là naissent des produits. Et ces produits, ils ont une histoire, et aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus envie d'acheter un produit banal, sauf si c'est un produit de première nécessité. Ils ont envie d'acheter une histoire. Et nous, c'est ce qu'on leur vend. Et la vérité, c'est qu'aujourd'hui, quand ils achètent un de mes produits, ils changent la vie d'une autre femme. Voilà, c'est cette femme-là, tout de suite, elle gagne un peu plus. Et on sait que quand les femmes, elles commencent à gagner financièrement leur vie, elles gagnent en indépendance et en liberté de choix. C'est-à-dire que toutes ces femmes qui sont condamnées à vivre avec leur bourreau ou dans des situations sociales difficiles, ça leur permet d'en sortir. Aujourd'hui, j'ai des filles qui gagnent 40 €, mais j'en ai qui gagnent 2500 €, voire plus. Donc ça c'est cool. Et du coup, pour en revenir un peu du coup sur la suite après ton expérience un peu malheureuse, t'as une actualité qui va arriver sur les médias? Ouais, j'ai un peu la pression cette rentrée. J'ai pas mal de projets en télé. Bon, d'abord, j'ai quand même fait deux Balance ton poste avec Cyril, qui a toujours voulu me mettre à l'antenne. Cyril Hanouna, pardon, qui a toujours voulu me mettre à l'antenne et qu'on travaille ensemble. On n'avait juste pas trouvé le bon projet. Et moi, j'avais pas envie, surtout en sortant de l'histoire dont je vous ai raconté, je voulais pas faire de la télé pour faire de la télé. Je voulais faire de la télé qui ait du sens, quelque chose qui me parle. Et un jour, j'appelle Cyril, après être passé chez BFM pour parler de ce que traversait notre pays au niveau racisme. Et je dis à Cyril, on papote avec Cyril et puis il me dit alors, je lui dis j'étais chez BFM, il me dit j'ai vu, ça a bien marché, je lui dis oui, il me dit et alors, je lui dis mais moi ce qui m'intéresse c'est ce qu'on fera un jour, alors t'as trouvé une idée, il me dit t'en as une toi, je dis moi j'adorerais avoir une émission de femmes, une émission de bande, il me dit mais je lui dis j'adorerais faire TPMP au féminin, et là il me dit super idée. Il raccroche comme il fait toujours, il disparaît mais là quelques heures seulement, il me rappelle le lendemain, il me dit ton idée elle est géniale, je veux qu'on le fasse. Et je dis mais tu plaisantes ou t'es dans un jour où tu veux me flatter ou t'es sérieux? Il me dit non c'est sur mes cases, j'ai très envie qu'on le fasse, donc évidemment je vais en parler à la chaîne parce que là je te le propose. C'est clairement une proposition. Il me dit, mais il faut que j'en parle à la chaîne. Donc, au lieu d'en parler à la chaîne. Il est marrant, Cyril. Et il est parti, donc voir la chaîne. Et il me rappelait 5 minutes après en me disant, la chaîne a dit oui tout de suite. C'est-à-dire qu'ils ont pris la décision
en 1 minute chrono. Okay. Et donc, ils ont dit, c'est super, c'est génial, c'est ça qu'il faut faire. Il me rappelle, il me dit, banco, tu démarres. T'avais pitché un peu le truc ou... Très rapidement. Très rapidement. Mais pour lui, c'était une évidence que je devais mener une bande de femmes. Okay. Et que j'avais ma place pour mener cette bande de femmes. Et donc, il m'a dit ça. Et moi, je me dis, ça va passer, l'été va passer. Puis, non, pas du tout, en fait. Il t'attend à la rentrée. Tout s'est maintenu et tout a été mis en place. Et la chaîne a tout engagé. Et puis, j'ai ma première émission le 25 septembre. Ça y est, j'ai la pression. J'ai peur. T'as peur pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un exercice que tu connais, ou est-ce que là, tu sens que tu vas animer, en fait, tu vas animer. Non, j'ai jamais vraiment peur. Je suis pas quelqu'un qui a peur pour ça. J'ai peur pour la santé de mes proches. J'ai peur pour ce qui touche l'homme, les gens autour de moi, mais j'ai jamais eu trop peur pour l'aventure. Ouais. Ça, je suis pas une stressée de nature. Je suis plutôt même optimiste. La seule chose que je me dis, c'est qu'il faut bosser et préparer une émission qui change, une émission très différente, une émission qui donne envie d'être regardée par les femmes et par les hommes, parce que c'est une émission féminine, mais pour les hommes aussi. Et je suis pas cette féministe qui considère que il y a les hommes d'un côté, les femmes de l'autre et qu'on s'oppose. Je crois pas du tout en ça. Moi, je pense qu'il y a des hommes beaucoup plus féministes que les femmes et qu'on doit tout faire ensemble. Et donc, du coup, j'avais envie de mettre tout ça en sauce et en faire une belle émission. J'ai des bonnes idées, j'espère. En tout cas, on a des bonnes idées parce que je suis pas. T'es épaulé par la boîte de prod. J'ai une équipe et puis j'ai la chaîne et puis j'ai évidemment Cyril Hanouna aussi. J'ai surtout ma bande de 8 femmes et elles ont toutes des idées et elles sont toutes incroyables. Mais ça c'est génial. C'est un quotidien, non, pour l'instant c'est une mensuelle. C'est une mensuelle. Ouais. Okay. Mais bon. Il y a moins de pression que de démarrer tout de suite avec un truc. Ah oui. Ouais. Donc tout ce qu'on sait, c'est que peu importe l'audience. Ce qui est important, c'est qu'on s'amuse et qu'on fasse une belle émission avec du fond. Et c'est quoi ? C'est Access C'est en Access ? Ok. Ouais. Ben on va suivre ça de près. Du coup, je voulais un peu enchaîner avec le projet, parce qu'à côté de ça, tu as ton propre média qui fait partie justement de cet écosystème qu'on mentionnait tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous en parler un peu ? Comment c'est né en fait ? J'avais un peu mis en stand-by ces derniers temps parce que je voulais repenser 2-3 choses qui arrivent là au bout. Okay. En fait, mon idée au départ, c'était de dire je veux parler de plein de choses. D'abord, mettre en lumière les inconnus du quotidien qui ont des vies incroyables ou qui mènent des actions incroyables. Ça s'appelait À nous la parole. Ondes positives, les belles histoires. Parents 2.0 pour les enfants, pour parler de parentalité, parce que on a tous des histoires et on est tous des enfants du monde et il y a plein de recettes, d'astuces, de choses qui sont passionnante à mettre sur la table et donc c'est ce que j'avais envie de faire aussi. Et le mag où je faisais découvrir plein de jeunes créateurs et tout, j'ai fait Dans la tête 2 avec Joey Star, bref j'ai testé des concepts, je voulais voir ce qui fonctionnait et on trouvait plutôt il y a des trucs qui fonctionnent très bien comme des émissions sur À nous la parole où on a fait plusieurs millions de téléspectateurs. Ça a été fou. Et puis d'autres qui prennent un peu moins, mais on sait aussi pourquoi. C'est parce qu'on n'a pas mis en place le même dispositif, donc on testait des choses. Et donc maintenant que je sais et que j'y vois un peu plus clair et que je sais aussi ce que j'ai envie de faire, on va le mettre en place. Ce média, il a la particularité aussi que lorsque vous le regardez, vous aimez bien la robe de la fille ou le biberon dernière génération, biberon français qu'on vous présente, vous pouvez cliquer dessus et l'acheter. Voilà. Ça c'est super innovant et je me disais, c'est vrai que il y a le téléachat à l'ancienne, ça va disparaître. C'est surtout qu'il n'y a pas de contenu derrière. Mais en plus, il y a juste, on vous martèle un message qu'il faut que vous achetiez. Là, ce qui m'intéresse, c'est de raconter l'histoire de la marque, c'est de raconter le produit, c'est raconter son utilité, c'est de me mettre dans la place, dans les baskets de la personne qui écoute, qui regarde, et de lui donner envie peut-être de découvrir comme moi j'en ai eu envie de découvrir. Je parle que de choses qui marchent, ça veut dire que je teste tout en amont. Voilà, je suis sûre de ce que je présente et on essaie de dénicher vraiment des trucs sympas. Mais surtout, là, je trouve que ça fait un peu. On pourrait faire un rapprochement avec les influenceurs qu'on voit sur Instagram qui tous les jours font des stories. Et c'est très bien, c'est un canal de vente, etc. Mais je trouve qu'effectivement, comme tu disais, par rapport à quand toi tu présentes un produit, que tu vas amener une histoire derrière, quelque chose. Là, il y a un vrai contenu, alors que juste présenter en une story de 10 secondes un truc qui vient parfois de Chine et qui n'est pas testé. Donc, toi, vraiment, ton parti pris là-dessus, et que je trouve vraiment intéressant, c'est effectivement amener des nouveaux produits, mais avec une histoire, avec peut-être le créateur, etc. Et raconter tout ça, en fait. C'était ça le projet. Absolument. Ok.
Et c'était la diffusion, elle était digitale. Là, tu disais qu'il y a alors quelques nouveautés. Qu'est-ce que vous allez Non, en fait, on va donc s'associer. On va travailler avec un partenaire qui a une technologie qui permet vraiment d'offrir ce que je voulais, c'est-à-dire le click and buy. Voilà, on a remis en place un vrai planning de contenu avec une sorte de grille. Voilà, avec des publications le mercredi pour les enfants, le vendredi plutôt divertissement. Voilà, j'avais même lancé mon petit talk dessus que j'aimais bien. Voilà, parce que là on est libre, on n'a pas de pression d'audience, de rien du tout. Et donc on a retravaillé en fait simplement la grille pour être plus cohérent. Et on est un peu plus sélectif également, on l'a toujours été, mais sélectif sur les produits, les partenaires, etc. Ok, et ce sera diffusé sur ton site uniquement? Ouais, non, sur mon site, sur YouTube, sur mes plateformes, Instagram, Facebook. Par contre, sur YouTube, etc., tu pourras difficilement avoir cette option d'achat click and buy. Mais on a les liens redirectionnels. Ça va alors. Au départ, c'est une bonne stratégie parce que de toute façon, ça fait découvrir la chaîne. Donc, s'ils veulent découvrir d'autres vidéos, après, ils cliquent et ils viennent. Voilà. Ok. Je voulais te demander aussi, tant que je te tiens, si tu avais c'est quoi ta vision aujourd'hui des médias versus, je pense que toi comme moi, on a connu les médias très traditionnels, télé, très linéaires, etc. Versus un peu ces nouveaux usages aujourd'hui, les plateformes, les jeunes qui regardent plus la télé du tout et qui consomment du TikTok. Est-ce que tu penses que, au-delà des usages et des contenus qui vont être différents, c'est sûr, est-ce que tu trouves que les valeurs derrière tout ça sont différentes ou... Ah, bien sûr. Alors d'abord, moi je pense qu'effectivement les jeunes ils regardent plus la télé, mais parce que on les excite pas non plus. Je veux dire, à un moment, si on veut on voit bien qu'il y a encore des programmes aujourd'hui qui font de l'audience, et qu'aujourd'hui il y en a qui se réjouissent quand ils font 100 000 téléspectateurs en télé, c'est rien. La vérité, c'est que sur YouTube, il y en a qui font 1 million en 48 heures. Donc là, moi je pense que la télé, elle doit être challengée. Elle l'a été pendant la crise du Covid, où on a vu effectivement que la créativité a été sur le digital. Et on est dans une ère où la télé n'ose plus rien, n'innove plus assez, ne tente plus assez. Et moi, je pense que quand ils tenteront et qu'ils présenteront des programmes dignes d'être regardés, les gens ils seront au rendez-vous. Donc je pense que la télé n'est pas morte, mais elle souffre. Elle souffre gravement et elle peut signer son arrêt de mort si elle ne se réinvente pas. Et c'est d'ailleurs pour ça, et c'est là qu'est ma pression, c'est d'essayer de faire une émission qui s'inspire aussi beaucoup du digital et qui amène de la modernité et sans prétention aucune. Je vais essayer, je verrai ce que ça donne, mais qui amène de la fraîcheur aussi. Et quand on est le vendredi soir, moi je crois pas du tout que les gens ils ont envie de regarder du débat. On finit la semaine, on a la tête dans le guidon, on est fatigué, on a envie de se divertir tout en apprenant. Et on peut mélanger les deux. On peut avoir un ton très humoriste, très sympa, très fun, et en même temps parler de choses très profondes. On peut faire les deux dans une émission. Donc, moi, je pense que le digital, c'est aussi la force de la créativité. Et je pense que ces nouvelles générations, effectivement, ont perdu certaines valeurs parce que quand on regarde Instagram ou Facebook, on a l'impression que tout le monde est beau, tout le monde est riche, tout le monde est gentil. Et tout le monde a des vies de malades et tout le monde vit dans des palaces alors qu'ils dorment dans des lits superposés. C'est ça la vérité, c'est la chanson de rap où on disait je roule je sais plus comment en Mercedes et puis je dors dans un lit superposé. C'est le paraître qui compte. La vérité, c'est que leur vie derrière, elle n'est pas forcément celle-là. Et les jeunes qui regardent ça, et même les moins jeunes, ils pensent que cette vie-là, elle est devenue la norme. Et quand ils sont pas là-dedans, eux, alors ils souffrent. Parce qu'ils ont l'impression d'être mis de côté par la société. Et donc, c'est un challenge permanent. Et donc, ça remet en question la valeur de l'argent, la valeur de la dignité, parce qu'il y en a, ils n'ont plus aucune dignité, ils sont prêts à tout juste pour exister. Et c'est d'ailleurs comme ça que sont nés les phénomènes Kardashian, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucune dignité. Plus j'en montre et plus c'est. Voilà, je deviens célèbre grâce à une sextape créée par ma mère, qui est quand même mise en place par ma mère, qui en plus reprend la sextape parce qu'elle est pas assez trash et me demande de la refaire. C'est juste, vas-y, retourne-y, quoi. Je savais pas ça. C'est un truc de dingue. Donc, la vérité, c'est qu'il y a plus beaucoup de dignité. On est prêt à absolument tout et parfois au pire. Donc, je pense qu'effectivement, les valeurs, le curseur en tout cas, s'est déplacé. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, les jeunes n'ont plus de valeurs et non plus. On tape
en permanence sur les jeunes sont moins ceci, les jeunes savent plus écrire. Les jeunes aujourd'hui savent beaucoup plus de choses sur le monde que nous on le savait. Parce que moi je m'inclus pas dans les jeunes, même si je suis jeune. Je suis pas jeune. Hein. Il a quarantenaire dans un an. Ah bah ça va alors. Donc t'es jeune. Ouais, jeune pour moi c'est 20 ans aujourd'hui. Et tu vois, quand ils ont 20 ans, aujourd'hui ils ont plus voyagé que nous, ils ont plus vu le monde que nous, ils sont hyper cultivés sur plein de choses. Ça n'a pas que des mauvais côtés. Mais en tout cas, en termes de créativité, ils sont à un très très haut niveau. Très haut niveau. Et je suis d'accord, ça rejoint des discussions qu'on a déjà eues avec des gens sur ce podcast. C'est vrai que la télé devrait s'inspirer de créativité des youtubeurs. Et pas que sur le continent américain et occidental, quoi, ou européen, quoi. Il y a des trucs incroyables en Afrique, au Maghreb, qui sont extraordinaires à regarder aussi. Mais justement, le dernier invité, qui était Emmanuel Jair, qui travaillait chez Énergie à l'époque, était en charge en fait de monter les radios à l'étranger, Énergie, les franchises Énergie. Et il disait, on n'a jamais eu autant de bonnes idées que les petites radios en Autriche. Énergie, mais qui était quand même très libre. Ça revient le concept de la liberté. Et en fait, quand tu es libre et que tu as beaucoup moins de pression, etc., tu inventes des trucs. Et ils allaient pomper les bonnes idées sur ces radios-là. Donc, je suis d'accord avec toi, il faut aller chercher ailleurs et pas que aux États-Unis sur les bons concepts. Super, on arrive sur les dernières questions de la fin. Et puis, ça anticipe avec justement ma question. Je voulais te demander quels médias, toi, tu consommes justement aujourd'hui, quel type Alors de évidemment contenu? La radio avec mon homme tous les matins sur M Radio. C'est l'instant promo. Donc c'est juste que c'est vrai parce que je suis avec ma petite fille de 3 ans qui a ses réflexes maintenant de l'entendre dire on joue, on machin, etc. le matin. Donc et puis c'est un passionné de radio, donc on vit aussi avec. Et donc on se lève le matin et on entend déjà la radio. Donc je me réveille avec la radio. Je suis un petit peu sur les réseaux sociaux, mais de façon très ponctuelle parce que je veux pas que ça prenne le dessus sur ma vie. Donc par exemple, je me connecte 20 minutes le matin. Là, je me suis quasiment pas connectée de la journée après avoir posté un truc. Et puis je vais regarder ce soir quand je serai dans le taxi pour rentrer chez moi. Mais c'est très chronométré, quoi. Tu fais attention. Et puis de toute façon, à un moment, ça me saoule. C'est-à-dire que j'ai l'impression de perdre du temps aussi. Donc c'est bien de regarder. Il y a plein de bonnes choses dessus, mais il y a des moments où je suis perméable et d'autres non. Et je préfère prendre un bouquin à un moment ou regarder une série que de dormir sur mon téléphone à regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Et les médias traditionnels, télé par exemple? Si, je regarde. Moi, je continue de regarder la télé. Je regarde beaucoup la télé internationale aussi. Voilà. Et non, je continue de regarder les médias parce que je pense que c'est important quand on fait le métier qui est le mien. Ça permet de mesurer certaines choses, de voir la différence entre certaines choses aussi. Donc, non, je regarde. Est-ce que tu as un livre à recommander? Alors, si on est dans les médias, il y en a un que je vous recommande, c'est le livre de Gérard Louvain, le producteur. En fait, on a une image de cet homme qui est quand même une image de réussite, voilà, charismatique et incroyable. Qui avait produit notamment la Starac. La Starac, qui a juste tout produit, Sacrée Soirée à l'époque. Je veux dire, les premiers numéros de Danse avec les stars. Il a tout fait. Il travaille avec Claude François. Tout. C'est quand on lit son livre, on n'imagine même pas qu'il ait fait autant. On se demande, c'est trop pour un homme, quoi, en fait. Et en fait, ce livre, moi, je l'ai trouvé bouleversant et touchant parce que derrière cette image, il y a un homme qui s'est construit tout seul, qui est un véritable entrepreneur, qui a le sens des valeurs, qui aime les gens, qui a cette notion de respect qu'on trouve pas beaucoup dans ce milieu-là et qui... vraiment, on sent qu'il en a bavé avant de devenir ce qu'il est devenu. Il a réussi à l'âge de 40 ans. Il rêvait de réussir. Dans ce domaine-là, il a rien lâché. Il a rien lâché. Et on y voit aussi sa fidélité à son compagnon Daniel, avec qui il a tout vécu et avec qui ils ont tout fait. Et je trouve ça incroyable. C'est une magnifique histoire. C'est un homme qui est extrêmement touchant. Et je le connais dans la vie privée. C'est ce que j'allais te demander. Tu peux me le demander parce que je le connaissais pas. Je le connaissais dans la vie privée, mais comme ça, façon superficielle. J'ai lu son livre, je l'ai appelé, j'ai dit Gérard, enfin je te connais et je t'aime encore plus. Parce que vraiment, chacune de ses phrases, de ses histoires, de son parcours m'a bouleversée. Et ça donne un peu de coulisses un peu sur la télé. Énormément de coulisses et ça remet les choses à leur place. Je veux dire, à un moment, on réussit pas sans rien. Et quand on réussit, c'est pas forcément toute la vie. Et c'est une très belle leçon de vie. On mettra je remettrai le lien dans la description.
Petite question sur la productivité, parce que là, on a vu, tu fais plein de choses, tu fais 15 000 choses. Ouais. Est-ce que tu as, je sais pas, une routine ou tu utilises des outils pour bien t'organiser ou gérer ton temps, ou c'est un peu au feeling? J'ai des choses que je mets en place moi. J'ai mis en place un truc, d'ailleurs, il faudra peut-être que j'en fasse une formation parce que j'en parle tout le temps, mais cette armoire entrepreneuriale et émotionnelle où vous visualisez un placard. Qu'est-ce qu'on fait quand ça va pas bien dans notre vie? On range. On range notre chambre, on range notre maison, on range notre vie, on range notre voiture, on range tout. Et en fait, le principe, c'est d'imaginer une commode à 2 colonnes et de se dire qu'à gauche est ma vie privée, à droite est ma vie professionnelle. De tout vider de cette commode et tout mettre sur la table, prendre une poubelle toxique devant, y mettre tout ce qui est toxique à l'instant T qui ne le sera peut-être pas demain parce qu'on leur a repris le contrôle de sa vie, et là de tout réorganiser par priorité. Voilà. Et ce qui est en bas et qui est pas très prioritaire, alors peut-être que je vais y accorder 10 minutes ou 20 minutes dans ma journée. En revanche, ce qui est au top, peut-être que je vais y accorder 1 heure ou 2. Mais en revanche, si je démarre sur un projet et que je suis pas inspirée, je le décale tout de suite dans la journée pour éviter de me traîner dessus pendant 2 heures et de rien faire. Ça, c'est pour l'efficacité et ainsi de suite. Tu visualises comme ça? Moi, je visualise tout et puis on peut le faire avec des post-it. Comme ça vous permet de déplacer les post-it là où vous voulez. Mais l'image du rangement, elle est intéressante parce que j'ai lu que quand on veut être productif, c'est bien d'avoir un bureau rangé, par exemple, ou de nettoyer sa maison, par exemple, avant d'aller bosser. Absolument. Ça permet d'être plus productif. Un bureau rangé, un chez-soi rangé, un placard rangé. À chaque fois que c'est rangé, en fait, on va plus vite. Des dossiers rangés. Mais même dans son esprit, on a l'impression d'être plus clair, en tout cas. Et puis ça fait du bien. C'est important pour le mental. Avant-dernière question, est-ce que tu as un mentor ou est-ce que tu as une personnalité que tu admires, que tu as eu la chance de rencontrer ou pas d'ailleurs? Mon père et ma mère. Ah, ok. Voilà, c'est pour moi les héros de ma vie. Franchement, ils m'ont inspiré surtout sur les valeurs, sur l'importance du respect, sur la tolérance, sur le travail. Le travail et la dignité. Donc, je pense qu'ils m'ont vraiment tout transmis. Après ça, j'ai eu du mal à admirer plus qui que ce soit. Mais j'admire plein de personnes très différemment et il y a des réussites comme ça qui jonchent notre chemin, qui sont incroyables. Donc, mes parents, voilà. Super réponse. Et donc, la dernière question, donc pour les gens qui écoutent ce podcast et qui ont un projet entrepreneurial, par exemple, ou même un projet autour des médias, lancer une chaîne YouTube de beauté, par exemple. Allez-y. Quel est ton conseil? Allez-y. Vous n'avez rien à perdre. Voilà, un peu de temps peut-être, mais qui devient une expérience ensuite. Donc, c'est pas une perte de temps. En fait, on réussit pas quand on considère qu'on va perdre quelque chose. On réussit quand on considère qu'on n'a rien à perdre. Voilà. Et je pense que dans la vie, on n'a pas grand-chose à perdre si ce n'est apprendre. Et en fait, dès qu'on apprend, c'est plus de la perte de temps et c'est pas de la perte d'argent non plus, parce que c'est un investissement sur l'expérience. Donc moi, je pense que la crainte des gens, c'est toujours est-ce que j'ai raison de le faire ou pas. En fait, t'auras pas la réponse tant que tu le fais pas. Donc fais, tente, essaye. Et puis si t'as une idée, surtout, il faut en parler pour être sûr que l'idée soit challengée pour qu'elle soit meilleure. Voilà, de toute façon, tu mets ton ADN, donc ton idée ressemblera pas à l'autre. Super. Et merci Absatou pour tous ces partages et ces conseils. Et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Merci d'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner sur vos sites de podcast préférés et surtout de mettre une note, 5 étoiles de préférence, dans la section notes et avis d'Apple Podcast. C'est ce qui m'aide vraiment à faire découvrir We Are All Media. Bien sûr, vous pouvez contribuer aussi en envoyant ce podcast à vos proches. C'est grâce à vous et au bouche à oreille que nous pourrons développer ce format. À la semaine prochaine.